Bonjour à tous et bienvenue sur Promotion Canapé, le podcast qui vous fait découvrir les talents en Suisse romande. Je suis JB et 2 fois par mois, nous avons le plaisir de recevoir un talent qui viendra nous parler de son univers. Promotion Canapé, c'est votre rendez-vous incontournable pour explorer la variété et la richesse des talents locaux. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à tous vos proches. Ça nous aide énormément à continuer cette aventure et à mettre en avant nos pépites locales. Aujourd'hui, nous recevons Yosun, un artiste de musique électronique multifacette qui a plus de cordes à son arc que Robin des Bois et qui est là pour nous faire découvrir son petit monde. C'est parti pour Promotion Canapé. Yosun, bienvenue sur Promotion Canapé. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ton pseudo et ce qu'il signifie ? J'ai vécu pendant 3 mois en Afrique du Sud. Ça, c'était en 2016. Et en voyageant dans ce pays, j'ai fait pas mal de concerts, en fait, un peu dans plein de petits bars. J'ai fait plein de petites scènes aussi dans des backpacks sur place. Et j'ai fini à un moment donné une soirée avec quelqu'un qui venait d'une tribu Swahili. Donc c'est un endroit qui est un petit peu plus reculé à l'intérieur des terres en Afrique du Sud. Donc j'ai passé en fait finalement, je suis parti le lendemain avec lui et j'ai passé 3 semaines dans cette tribu. Et en fait, pour la faire courte, Lio, pour eux, en Swahili, ça voulait dire musique. Donc en fait, comme j'étais un peu le seul à avoir une guitare là-bas, parce que vous imaginez bien qu'ils n'ont pas forcément une guitare sur place dans ces tribus. Et du coup, en fait, tous les soirs, il y avait le Lio, 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 surtout des enfants qui revenaient. Ça m'est toujours resté après coup. Et le sun, c'est pour le soleil, la traduction anglaise. C'est toujours, j'ai fait un petit peu un amalgame avec tout ça et j'ai trouvé que Lio Sun, la musique du soleil, c'était vachement représentatif de ce que je voulais faire avec ma musique en ce moment. Parce que tu avais pour ambition de lancer un projet musical depuis avant ton départ en Afrique du Sud ou... Alors le projet musical Lio Sun, il date du retour de ce voyage-là, donc ça a commencé en 2017. Avant, j'ai eu plein de projets différents aussi parce que j'ai vécu à Londres de 2011 à 2016 en gros. Mais le projet Yosun, en fait, il est né concrètement là-bas en fait. Et au départ, c'était de la loop station et après, on a évolué sur de l'électro à partir de 2020. Initialement, tu n'étais pas prévu pour partir sur de l'électro ? Pas du tout. Tu étais parti pour partir sur de la guitare acoustique et puis guitare-voix quoi. En fait, j'ai découvert en revenant de ce voyage-là, donc en rentrant à Genève en 2017, j'ai découvert Tash Sultana, qui est une artiste australienne qui utilise la loop station. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la loop, mais en gros, c'est un outil qui te permet en fait de faire des boucles avec la musique que tu joues en live. Donc par exemple, je fais 3 accords, je loop, j'appuie sur le bouton et sans rien faire, voilà, la boucle continue. Et après, le but, c'est d'empiler en fait les couches pour faire en sorte de faire ce qu'on appelle un one-man band, c'est-à-dire de pouvoir jouer tous les instruments soi-même et de pouvoir empiler les couches et après faire un morceau avec ça. Le chemin du one-man band est parti de là en fait, est parti de l'objectif de faire de la loop, de construire des boucles avec différents instruments pour faire en sorte de pouvoir faire un concert après et faire en sorte de pouvoir faire tout seul en fait. Tu as fait ton voyage en Afrique du Sud, mais avant ça, c'était quoi ton background musical ? Tu as eu quoi comme éducation musicale ? Alors, l'éducation musicale, elle est assez vaste. J'ai commencé le piano au Conservatoire de Genève quand j'avais 8 ans. Il y avait le foot en parallèle, mais le piano, c'était le désir de ma mère de mettre un instrument, en fait. Et du coup, j'ai pas super accroché, mais ça m'a déjà un peu ouvert l'oreille à ce que ça voulait dire la musique en général et surtout l'apprentissage d'un instrument. J'ai eu l'envie de commencer à faire carrière, surtout à partir de l'âge de 15-16 ans quand j'ai découvert le blues en fait et la guitare en général, qui est devenu mon instrument de prédilection parce que c'est mon métier principal au départ, c'est d'être guitariste justement. Et j'ai découvert à 15-16 ans Jimi Hendrix, les Doors, Stevie Ray Vaughan, B.B. King. Donc tous ces mecs, un sacré monde qui s'est ouvert à toi. Un sacré monde qui s'est ouvert. Je me rappellerai toujours quand mon père m'a fait écouter pour la première fois cette musique-là à 15 ans. Il y a eu vraiment un énorme déclic. C'était laquelle ?
C'était un morceau de Stevie Ray Vaughan, je crois que c'était Texas Flood, elle s'appelle. Et je me rappelle, dans son appartement à Genève, regarder ça et il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas, des fois on ne sait pas. Quand on a cette connexion musicale qui vient, on ne sait pas d'où ça vient, mais il s'est passé quelque chose. Et je me rappelle me dire, waouh, ça c'est incroyable. C'était vraiment une des premières sensations d'adolescent. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se passe avec la réception de cette musique dans mes oreilles, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc en fait, c'est vraiment à ce moment-là que tout a commencé au niveau musical pour moi. Donc tu avais le choix entre carrière footballistique et carrière musicale. Bah, figurez-vous que j'ai fait les sélections de l'équipe genevoise et de l'équipe suisse à 14 ans. J'ai vite réalisé que j'étais un peu trop frêle pour ce monde-là et de mon physique. Et du coup, j'ai décidé de me diriger là-dessus, mais assez vite. J'y suis vraiment... À 16 ans, je disais déjà à mes parents que je voulais être musicien, quoi. Donc ça a été assez rapide. Parce que tu dis que guitariste, c'est ton métier de base, mais du coup, tu jouais déjà de la guitare-voix avant de partir typiquement en Afrique du Sud et d'avoir cette révélation pour Liossen ou En fait, de 2000, donc ça fait 2000, je suis né donc de 2006 à 2011, j'ai monté plein de groupes sur Genève, dont un qui avait assez bien marché qui s'appelle les Baby Tracks. qui est toujours en cours Qui est plus du tout en cours. On a fait en tout 3 ans, on a pas mal joué en Suisse romande, on a fait 2-3 EP, sauf erreur. Et c'est vraiment ce groupe-là qui m'a motivé à grandir musicalement et surtout me professionnaliser en fait. Donc après ça, du coup, en 2011, j'ai décidé de partir à Londres faire une université de musique qui s'appelle ICMP. Et là, j'ai fait 4 ans du coup pleine à Londres où je me suis formé au métier de musicien. D'abord en tant que guitariste, puis après en tant que songwriter, composeur, arrangeur. Ah, parce qu'il y a une sacrée scène musicale en Angleterre de manière générale. Enfin, c'est quand même le berceau d'un sacré paquet de gros groupes. En fait, Londres m'a permis de me remettre à ma place parce que quand on est un petit musicien genevois de 18 ans, on se prend vite, on a vite le melon. Et en arrivant là-bas à 21 ans, j'ai vite compris que j'avais beaucoup de choses à travailler, surtout avec le niveau qu'il y avait sur place, c'était assez impressionnant. Et du coup, ça m'a vraiment permis pendant 4 ans de travailler en profondeur tout ce que je devais travailler pour devenir un musicien professionnel en fait. Et ça a été vraiment une épopée absolument incroyable quoi, là-bas. C'est des accélérateurs, ces passages dans ces grandes villes quand tu veux devenir musicien, c'est que tu es obligé de te confronter à plus fort que toi et du coup ça accélère tout le processus en fait. Tu restes en contact un peu avec des gens de là-bas ? Oui, bien sûr. Ouais, vous avez fait des projets ensemble ? On n'a plus du tout fait de projets musicaux ensemble, mais on est toujours en contact en tant qu'amis, ouais. Eux, ça tourne aussi, ils continuent la musique. Il y a dans l'université, ouais, il y en a 2 ou 3 qui ont bien percé. Et après, ce qui est assez étonnant, c'est que on était à peu près une centaine dans la VLE où j'étais. On est vraiment une dizaine à vivre de ça. Le reste a switché sur d'autres choses professionnellement. C'est vrai que finalement, c'est comme on dit, quand tu sors de ces écoles, tu as seulement 10% qui veut vraiment y arriver et qui donne corps et âme pour pouvoir pousser le projet plus loin. Du coup, tu nous as parlé de tes inspirations au début, donc notamment rock et blues, qui t'ont un peu lancé dans le monde de la musique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le travail encore de Liossen, auquel cas je vous invite grandement à aller le découvrir, c'est dans le monde de la musique électronique mélodique. Quels artistes t'auraient influencé dans ce milieu-là ? Depuis l'âge de mes 25 ans, j'ai toujours adoré cette musique. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait... Et en fait, pour moi, les artistes électroniques du moment sont un peu les Mozart des temps modernes. En fait, il y a quelque chose au niveau de la composition, de la recherche du son qui est vraiment ultra intéressante. Et en fait, on a l'impression que c'est un DJ qui tourne des boutons, mais dans le studio, le travail, il est absolument phénoménal au niveau de la compréhension du son en général, enfin juste soniquement, au niveau de la compréhension de la composition d'un morceau. En fait, ces artistes-là sont vraiment des compositeurs ultra accomplis. Donc en fait, les gens qui m'ont influencé dans ce milieu-là où j'ai eu des gros déclics, il y en a eu surtout un qui s'appelle Ben Böhmer en fait. C'est un artiste allemand de Berlin, sauf erreur.
Et je me rappelle écouter un de ces sets à Prague dans le Joona Deep le soir de mes 30 ans. C'était en 2020. Et il y avait le Covid qui venait de commencer. Enfin, ça faisait 4 mois qu'on était un peu dedans. J'étais en plein de questionnement sur où je voulais diriger ma carrière. Et je me rappelle le soir de mes 30 ans, écouter ce set et me dire il y a quelque chose à faire là-dedans. Enfin, tout mon corps s'est mis en ébullition. Je me suis dit waouh, ça c'est de la musique qui est absolument extraordinaire. Donc ça veut dire qu'avant 2020, Liosun, c'était davantage de l'acoustique et de la loupe, mais il n'y avait pas le kick techno qu'on retrouve aujourd'hui. Non, c'est en fait finalement le projet électro de Liosun, il date seulement d'il y a 3 ans et demi, hein. C'est assez jeune en fait. Ok, t'es content du tournant ? Je suis content du tournant et heureusement que je l'ai fait. Donc ça m'a en fait ouvert pas mal de portes ce tournant-là parce que j'ai aussi surfé sur la vague tech mélodique, tout ce pré-Covid 2018-2019 jusqu'à 2022. Il y avait vraiment un switch dans l'approche de la composition et de la scène électro en fait. Et ouais, ce virage-là, il a été vraiment hyper prolifique pour l'instant. Il y a eu Jan Blomqvist aussi, c'est un autre artiste allemand que j'ai vu au Palp Festival, c'est un festival qui se passe dans le Valais, dans un événement qui s'appelle l'Electroclad, qui est absolument incroyable d'ailleurs. Et j'ai vu ce live-là la même année et je me suis dit, lui il chante justement et il joue du piano aussi sur ses compos. Et il s'est passé aussi un truc absolument extraordinaire pendant ce live. Enfin, tout le monde, il y avait tellement d'émotions et c'est là que je me suis dit putain, mais en fait, le côté électro, il est aussi clairement dans l'émotion. Il n'est pas seulement dans la fête et dans la danse en fait. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller chercher dans cette voie ce que je voulais trouver avec la musique aussi. Et une question un petit peu technique pour les plus mélomanes d'entre nous, mais quand tu composes, typiquement, tu travailles en MIDI ou en sample ? C'est vraiment du 50-50. J'essaie toujours en fait de mettre l'instrument en valeur. Et le sample, pour moi, c'est juste une nappe, en fait. Je prends ça comme une texture. Mais la compo en elle-même vient d'une chanson pour moi. Et ça, je sais que dans ce milieu-là, on compose vraiment très différemment. Moi, j'ai toujours voulu mettre la chanson en avant. Donc, c'est d'abord du piano, c'est piano-guitare, en fait, en gros. On a cerné le fait que c'était de la musique électronique Liosun, mais est-ce que tu aurais une addition pour qualifier ton style ? J'adore le terme mélodique en fait, parce que dès que la techno a utilisé le terme mélodique derrière, ça a vraiment ouvert tout un monde en fait, et ça a surtout ouvert les oreilles de beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout dans cette techno très berlinoise, très binaire en fait. Parce qu'il y a de l'accord dessus, il y a de l'émotion, il y a des mouvements qui font qu'on n'a pas juste envie de taper du pied, on a envie de s'évader en fermant les yeux. J'aime bien le terme mélodique derrière cet électro parce qu'elle veut vraiment dire beaucoup de choses maintenant. Après, il y a clairement des influences au niveau de la guitare qui sont blues et rock derrière ce que je fais aussi. Est-ce que tu as des rituels particuliers que tu fais par exemple à chaque fois ? On a eu des fois des gens qui venaient, se faisaient un thé, se roulaient un terre. J'ai pas vraiment de rituel. En fait, ce que j'essaie toujours, c'est d'être captivé par un son. En fait, ça peut être une chaîne d'accords, ça peut être un plugin, je sais pas, un synthé ou un son de piano en particulier. Mais j'essaie vraiment toujours de chercher une texture avant de composer quoi que ce soit. J'essaie vraiment de me connecter à l'émotion du moment et de me dire bon, je m'y mets. Et ce switch, en fait, il se fait généralement avec la découverte d'un son. Et dès que je sens l'excitation qui monte, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ben là, à ce moment-là, je sais que ça déroule et puis que ça va aboutir potentiellement à quelque chose. Ton process, ce serait davantage de te poser derrière ton écran, tester un paquet de samples différents jusqu'à ce qu'il y en ait un qui t'interpelle. Alors, c'est pas vraiment du sample, c'est plus des sons. Enfin, au studio, j'ai mon piano, j'ai ma guitare, donc c'est toujours les deux instruments auxquels je reviens le plus souvent. Ça peut être un son de guitare modifié, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai des effets, un delay, une reverb où je me dis, waouh, il se passe un truc. Donc, ça, c'est pour le côté guitare et pour le côté piano. Du coup, comme c'est un piano MIDI, j'ai plein de possibilités de sons, en fait. Et j'utilise beaucoup un plugin qui s'appelle le Diva. Et le Diva, c'est justement un son de synthétiseur qui est très caractéristique de cette techno-mélodique actuelle en fait. Donc du coup, ça fait depuis 2020 que tu t'es mis à la musique électronique, donc tu as fait pas mal de scènes. Est-ce que tu as des anecdotes un peu particulières qui t'ont marqué, que tu aimerais partager avec nous ce soir ? Il y en a eu tellement. Les premières scènes en post-Covid, elles étaient incroyables. J'ai toujours une date en particulier qui m'a marqué, c'est l'Artifice Festival qui se passe à l'EPFL à Lausanne. Il s'est passé un truc ce soir-là qui était juste incroyable. Déjà, c'est que des jeunes étudiants déchaînés, donc il y a eu clairement quelque chose qui s'est passé au niveau de l'énergie. Je suis monté sur scène à 21h30, il y avait, je pense, 20 personnes dans la salle concrètement. J'ai joué les premières notes, j'ai fini le premier morceau, je relève la tête et là je vois concrètement 2000 personnes devant moi. Donc ça a été vraiment un souvenir où je me suis dit waouh,
la musique commence à parler aux gens. C'est ce genre de date où tu sors et tu te dis waouh, ça vaut la peine de faire tout ce boulot, quoi. Et ça a été vraiment une date assez clé pour moi qui m'a donné confiance. Incroyable, Artifice Festival à l'EPFL. Tu vas y repasser ou Ouais, clairement, j'aimerais bien. C'est intéressant parce que du coup, tu es dans la musique depuis un sacré paquet de temps maintenant. La musique électronique, mélodique se démocratise de plus en plus, on pourrait dire. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'en fait, on vit une période absolument extraordinaire au niveau de la liberté d'expression musicale de chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de règles en fait. Par contre, il faut beaucoup de travail pour pouvoir se démarcher des autres en fait. Qu'importe son style, hein, qu'on amène du rap, de l'électro, de la folk, de la pop, c'est qu'en fait on a un peu l'impression qu'avec ce système du home studio, tout le monde peut s'y mettre et puis faire péter son son avec des millions de vues. Mais expérience faite, et en ayant parlé avec beaucoup d'artistes sur le circuit aussi, on se rend pas compte en fait ce que ce buzz TikTok, Instagram ou YouTube a demandé au niveau des quantités astronomiques d'heures de travail derrière tout ça. Donc en fait, je pense que maintenant, si tu as un minimum de talent et si tu es prêt à donner corps et âme à ton projet musical, tu peux clairement y arriver, mais ça prend une dose de travail astronomique en fait. C'est ton cas? Tu es prêt à donner C'est corps et âme? Je vis de ça, je mange ça, je dors ça, quoi. Donc en fait, c'est le seul moyen pour pouvoir déjà en vivre un minimum, parce que je ne suis pas encore du tout à des millions par mois, on va dire. Mais par contre, quand tu commences à avoir des retours de festivals, de promos, de public qui commencent à venir à tes concerts, ben, tu te dis voilà, toutes ces centaines d'heures de travail, elles valent le coup. Donc pour moi, le marché actuel de la musique, il est hyper intéressant parce que justement, si tu as un minimum de talent et si tu veux t'y mettre à fond, il y a clairement une place pour toi. Tu as tellement de possibilités de t'y mettre en fait. Et moi par exemple, j'ai décidé quand même d'avoir un manager et puis quand même de m'aider des boîtes de promotion derrière parce que c'est une facilité, c'est plus facile en fait. Mais moi je connais des artistes qui sont totalement indés et qui gagnent très bien leur vie, qui y arrivent. C'est juste que c'est un taf à 100%. Moi ce que je peux pas faire en ce moment parce que j'enseigne aussi à côté la musique et puis j'ai mon studio à faire tourner. C'est pour ça que s'entourer de management et puis de boîtes de promo, ben ça coûte des sous, mais ça te décharge. La charge mentale est beaucoup moins présente et du coup tu peux te focus sur le côté créatif, quoi. Ton manager, donc du coup tu le payes? En gros, on a un arrangement, c'est-à-dire qu'il a des parts d'édition sur les morceaux. Donc des parts d'édition, ça veut dire généralement que c'est à 33,33. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le morceau passe à la radio, qu'il passe en concert, qui passe à la télé, ben du coup c'est des redevances qu'on appelle la SUISA, donc les droits d'auteur. Et lui en fait il touche ça. Donc c'est pas, on n'a pas vraiment un contrat sur cachet, mais plus justement sur des éditions en fait. Et ta boîte de promotion? Voilà, on va signer avec une autre qui s'appelle Wise Group, qui est basée en Espagne et en Allemagne. C'est un peu plus conséquent, mais ils doivent bien sûr écouter la musique avant de pouvoir se lancer dans le projet. Et là, du coup, on est content parce qu'ils ont dit oui. Et donc, du coup, que ce soit pour le manager ou pour la boîte de promotion, quelle plus-value ils apportent à ton monde artistique? Les contacts. Concrètement, c'est un milieu où tu dois avoir des contacts à gauche à droite. Tu es absolument obligé d'avoir des tierces personnes qui t'aident pour pouvoir monter les échelons. Parce que le faire tout seul, c'est absolument impossible. Enfin, la plus-value, elle est là. C'est qu'en fait, t'as le réseau qui se crée grâce aussi à ces personnes-là. Ouais, artiste, c'est quand même un peu tous les business qui se lancent. Tu es entrepreneur, donc soit tu apprends à tout faire toi-même, soit tu fais travailler des personnes. Je suis assez convaincu qu'à un moment donné, tu as besoin de t'entourer de quelques personnes pour pouvoir passer quelques étapes. Tu t'es entouré des bonnes personnes? Ouais, je me suis clairement entouré des bonnes personnes. Ça fait longtemps que vous bossez ensemble? Avec mon manager, ça fait 4 ans maintenant, ouais. Ça joue. Ça joue, on avance. J'espère que les éditions, t'as kiffé, Nico. Voilà, le message est passé à Nico. Donc voilà, on va terminer cette première partie d'émission avant d'enclencher sur la deuxième partie, donc les questions un peu plus intimes. Mais avant ça, est-ce que tu as des projets à venir, des concerts pour nous parler? Bah, il y a surtout une date et une sortie qu'il faut retenir, c'est le 30 mai. C'est la sortie de mon EP qui s'appellera A Room with a View, que j'ai composé pendant ces 9 derniers mois. J'ai mis énormément de travail là-dedans et du coup, on fait une grosse stuff le 30 mai au Groove, la salle qui s'appelle le Groove à Genève. J'ai envie de focus l'info là-dessus parce que on veut vraiment essayer de remplir cette salle et faire en sorte que la sortie de cette EP soit une réussite, quoi. Et puis, on va commencer à bouger un peu en dehors de la Suisse, c'est cool. On va à Paris le 7 mai, je vais à Chypre cet été aussi pour un festival. Des trucs bien à l'international aussi qui vont se passer à partir du mois d'octobre, donc, mais on retient surtout le 30 mai.
Le 30 mai. Ouais, jeudi 30 mai. Room with a View, c'est quoi la genèse de ce nom? Parce que ça me fait un peu penser à des titres de Doors, tu vois. Ouais, j'adore les Doors d'ailleurs. En fait, j'ai commencé à composer cette EP dans la maison familiale. J'avais besoin de sortir du studio et je me suis mis dans une chambre je me suis mis en fait exactement devant la grande fenêtre qui a une vue plein sud sur les vignes et la campagne genevoise. Et je me suis dit que déjà, ça avait du sens avec ce titre-là parce que j'ai composé pratiquement tout l'EP là-bas. Et aussi, c'était un peu, quand on regarde par la fenêtre, quand on a une pièce avec une vue, on regarde par la fenêtre, on a un peu ce sentiment de faire un peu une rétrospective. Et c'est vrai que cette EP, c'est un peu la rétrospective de ces 4 dernières années en se lançant dans ce milieu électro, donc je trouvais que ça avait du sens, quoi. Ok, donc ouais, grosse responsabilité sur cette EP, il représente les 4 dernières années de taf, quoi. Là, on est sur un gros truc, ouais, clairement. Ok, retenez bien le 30 mai au Groove pour découvrir le nouvel EP d'Yosen. Et on est parti maintenant pour les questions intimes. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton meilleur souvenir d'enfance? Il y en a un qui me vient en tête principalement, c'est à l'âge de 11-12 ans, ça va? Ça marche. Ça marche. On m'a offert une caméra et je me rappelle, en fait, où j'habite à Plan-les-Ouates, à Genève, on a un peu un quartier familial, c'est-à-dire que les maisons autour appartiennent à la famille, donc du coup j'avais plein de cousins et cousines qui étaient autour. Et du coup, en fait, on a décidé pendant les vacances, sauf erreur d'octobre, de faire un film. Et je me rappelle à 11-12 ans déjà à ressentir ce truc de caméra à la main. Je me prenais pour Steven Spielberg, j'étais un réalisateur de ouf. Et du coup, j'ai eu cette première sensation de liberté avec l'art, en fait, de pouvoir d'avoir cette excitation, en fait, de me lever le matin et me dire « Waouh, je vais filmer quelque chose, en fait. Je vais construire un film. » Et ça a été un premier souvenir d'enfance très marquant dans cette démarche aussi artistique après coup. Ça a été clairement un de mes souvenirs d'enfance les plus marquants, on va dire. Est-ce que tu as une collaboration rêvée, tout style confondu, que ce soit du rock, du blues, peu importe? Monolink, je pense, ou Ben Bummer, je le citais avant. C'est vrai que c'est des gars en fait qui sont tellement bons dans ce qu'ils font. C'est tellement des compositeurs incroyables aussi. Et je pense que le feat de rêve, ce serait clairement ou avec Monolink ou avec Ben Bummer, quoi. Et on y croit. Ouais. On y croit, on ne sait jamais. En fait, dans ce milieu-là, ça peut aller aussi assez vite. Il suffit d'une circonstance, de croiser un festival. Enfin, je veux dire, j'ai entendu plein d'histoires comme ça ces derniers temps en tournant aussi, donc on y croit, quoi. Ouais, à fond. Belle référence, en tout cas. On a parlé du foot au tout début de cette émission. Si ta passion s'était pas tournée vers la musique, elle se serait tournée vers quoi? Très bonne question. C'était foot en fait, et le foot est toujours là, hein. Enfin, je vais toujours au stade voir Servette jouer, enfin, c'est toujours quelque chose qui est là, mais j'ai toujours été attiré par, c'est assez bizarre, mais par la météo. J'ai toujours adoré regarder la météo petit. Donc je me suis dit peut-être que j'aurais fait météorologue ou quelque chose qui a à voir avec le temps et la météo, quoi. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant en fait. Quand la musique était au point mort pendant le Covid, je me suis dit est-ce que je me reconvertis en météorologue? Il y a le foot et la météo. Exact. Au bout de tes 33 années de vie, c'est quoi ton plus grand regret? Je pourrais dire que j'en ai, mais en fait j'ai vraiment essayé de toujours suivre le chemin que je voulais prendre. Et est-ce que c'est être un but de soi-même de dire ça, je sais pas, mais en fait, j'ai pas vraiment... Ouais, ou bon calculateur, hein. Ouais, peut-être. En fait, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup et qui est assez prévoyant, finalement. Donc, du coup, j'ai jamais trop été pris de court par un chemin de vie que je devais prendre ou pas. Enfin, dans le sens, j'ai pas de regrets pour l'instant. Et ça fait du bien de le dire, en fait, des fois, quand on se dit qu'on n'a pas vraiment de regrets. Parce que je pense que le regret sert à pas grand-chose, en fait. Et il y a toujours de l'expérience à prendre dans les choix qu'on fait, même si des fois c'est des erreurs, mais des regrets, non. Je pense qu'il y en a. Bon, voilà, ça fait du bien. Promotion Canapé, c'est aussi une thérapie. J'ai 33 ans, on verra à 45. Et pour clore cette deuxième partie de questions intimes, on va aller creuser un peu dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà été amoureux au point de faire des conneries? Ouais, bien sûr. Ça m'est arrivé, mais plus d'une fois, c'est sûr. Je suis un cœur tendre, j'essaye en tout cas. Enfin, je veux dire... Il y a eu plein d'erreurs de jeunesse et puis ces relations, on en discutait avant l'émission, hein, ça a assez haut et assez bas et quand ça a assez bas, des fois ça te fait faire des choses que t'es pas forcément censé faire et regrettable, mais ouais, on y a été des fois, bien sûr, ouais. On va plus creuser, on va te préserver ton petit jardin secret aussi, mais voilà, juste pour un peu cerner le personnage dans son entièreté. Merci, écoute, Yosen, c'était très cool. Et merci à toi pour l'interview, c'était top.
On passe à la dernière session de cet épisode. Place à l'artiste, c'est parti pour une presta de Liosun. Alors le titre que je vais vous interpréter, il s'appelle To Bloom et ça sera le deuxième morceau de mon EP qui sort le 30 mai. Et c'est de l'électro, donc c'est la première fois que je le fais avec une guitare. On va voir ce que ça donne. Sitting by the river, swimming in a rush of blood, frozen in time and space, too afraid to jump. Oh, I've been so alone till you pull me in. I'll sip into my bones to let me grow and learn to bloom, to bloom, to bloom, to bloom, to bloom. Trust in the process. Don't be afraid to fear the deep. Fall right to the bottom. Oh, that's where you'll find peace. Oh, I've been so alone till you pull me in. Sip into my bones to let me grow and learn to bloom, to bloom, to bloom, to bloom, to bloom. And learn to bloom, to bloom, to bloom, to bloom, to bloom. And learn to bloom, to bloom, to bloom, to bloom, to bloom. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Promotion Canapé. Merci à tous pour votre écoute et votre visionnage. Un grand merci à Liosun qui s'est déplacé pour nous présenter son monde très coloré. N'hésitez pas à suivre Liosun sur ses réseaux. On mettra tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à nous suivre sur YouTube, sur Instagram. On poste en story et en réel plein de petites coulisses de tournage, notamment de celui-ci ce soir. Ça nous soutient énormément et ça nous permettra de continuer à mettre en avant de super personnes. Je suis JB, c'était un plaisir de partager avec vous cet épisode de Promotion Canapé. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir ensemble un nouveau talent. Portez-vous bien et à tout bientôt.